Bonsoir à tous, bienvenue dans Buenas Aires Calcio, une fois de plus, une semaine de plus, et quelle semaine celle-ci, parce que effectivement c'est une semaine où on connaît les demi-finalistes de Coupe d'Europe, où on a effectivement eu un classico absolument exceptionnel hier soir, et enfin où on va pouvoir peut-être se poser certaines questions. C'est un grand jour pour l'AC Milan, donc voilà, on va en discuter. Bonsoir au JCRM, bonsoir à tous. Quelle belle semaine de foot j'ai vu. Niveau foot, niveau résultat, mi-figue, mi-raisin. Ouais, c'est vrai, effectivement. Ça dépend pour qui. Donc voilà, ce soir j'avais envie de faire un petit point sur l'aventure Pioli, savoir quoi lui reconnaître, et en même temps quoi lui reprocher, et puis se demander un petit peu où va l'AC Milan et quelle est la prochaine étape pour l'AC Milan. Encore une fois, on va en parler, mais c'est un grand jour pour l'AC Milan aujourd'hui, qui a très très mal débuté. Donc on va voir comment il va se terminer, mais bref, on va y revenir tout à l'heure. Je voulais qu'on revienne bien sûr sur le Classico d'hier, que j'ai trouvé très très bon. J'ai entendu des gens dire qu'on s'était ennuyé pendant 60 minutes. Alors, je sais pas, on n'a pas regardé le même match, je pense. Et bien sûr, à la fin, Jude gagne. Alors, vous n'avez pas rêvé, j'ai bien marqué 3-0 pour le Real. Oui, alors pas sur le match d'hier, bien entendu, mais sur l'ensemble de la saison, ça n'était pas arrivé depuis 56 ans, je crois. Donc voilà. Et enfin, des demi-finales de Coupe d'Europe, surprise, finalement, si on prend un peu les demi-finalistes, tous, il n'y a pas beaucoup de clubs dont on se dit au début de saison, oui, c'est eux qui seront en demi-finale de Ligue des Champions. Donc voilà, je voulais qu'on revienne un petit peu là-dessus. Et puis qu'on analyse un petit peu, qu'on se projette sur les prochaines. Alors c'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après, mais ça va venir très très vite. Donc voilà. La Roma, ils ont tout mis jeudi, ils se sont fait battre 3-1 à domicile. Je l'ai entendu aussi, je me suis régalé perso. Bah oui, au JCRM, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est clair, c'était un très bon match. Je sais pas, autant je suis très critique avec le football espagnol. En général, c'est-à-dire le championnat d'Espagne, il y a quand même beaucoup de matchs où je m'emmerde, mais là, c'était un très bon classico, donc voilà. Salut au Cotonou, ciao. C'est clair que si un fou avait misé sur un Dortmund PSG en demi, il était bien, ouais, c'est clair, tu m'étonnes. Personne n'aurait pu penser à ça. Alors, on va commencer par le commencement, et on va faire un grand point sur l'AC Milan. Une fois qu'on y verra un petit peu plus clair à la Juve, on fera exactement le même point sur la Juve un petit peu plus tard dans la saison, dès qu'on saura plus ou moins de façon certaine. Moi, tant qu'Allegri il n'est pas dehors avec un grand coup de pied dans les fesses, je pense que je crois pas qu'il est parti de la Juve. Donc là, a priori pour Milan, Pioli, c'est bien parti. Et donc voilà, donc je pense que c'est important de faire un point maintenant, parce que ça a été un entraîneur qui a marqué le Milan. J'écoute tout le temps ma chanson, ouais, ta chanson de Pioli, Allegri d'émission. Elle est très très bien, franchement, je l'ai écoutée en entier, bravo, magnifique, félicitations, je vous conseille. Il y a une chanson qui s'appelle Allegri d'émission, au JCRM, m'a fait découvrir ça. Grâce à l'intelligence artificielle, voilà, il a réussi à faire une chanson sur Allegri d'émission, et c'est pas mal. Franchement, c'est pas trop mal, je veux dire, pour ce que c'est. Donc voilà. Octonujo qui est à vélo sans les mains. Donc faites très attention Octonujo, parce que voilà, c'est dangereux le vélo. Tu en sais quelque chose. Donc oui, Pioli, après Pioli, on va où? C'est ça la question que je me pose, parce que effectivement, je vois beaucoup, en tous les cas dans la communauté des supporters milanais francophones, beaucoup de gens qui se réjouissent du départ de Pioli. Bon, je pense effectivement, pour ma part, que Pioli arrive en fin de cycle, mais je continue à dire que Pioli a fait des miracles avec l'effectif qu'il avait à sa disposition. Je pense qu'au Milan, ces 3 dernières saisons, depuis 2019,
a surperformé à tous les niveaux, que ce soit en Coupe d'Europe, que ce soit en championnat, que voilà, ils ont retrouvé la Ligue des Champions de façon pérenne, etc. Franchement, moi je ne peux que remercier Stefano Pioli de ce qu'il a fait, même si j'étais pas convaincu au début, mais qu'on arrive à la fin de son règne, on va dire. Effectivement, je pense que c'est le cas. Je pense qu'il y a de moins en moins les ressorts psychologiques pour transcender les joueurs comme ils savaient le faire il y a quelques saisons encore. La saison du titre, mais pas que, même la saison dernière, les matchs contre le Napoli, alors que le Napoli roule sur tout le monde, le 4-0 à Naples et la victoire en Ligue des Champions en quart de finale, il avait encore les mots pour les transcender. Là, très clairement, on a rencontré des équipes qui étaient très au niveau, on va dire, du Milan, hein. La Roma n'est pas supérieure au Milan et pourtant on prend une correction de l'espace. Donc je pense sincèrement qu'il arrive au bout du bout et qu'il n'a plus les ressorts psychologiques pour les transcender. On va le voir encore ce soir, je pense, malheureusement, contre l'Inter. Ça pourrait être vraiment le dernier clou dans le cercueil d'Allegri. Si l'Inter célèbre son titre à Milan alors que c'est le Milan qui reçoit. C'est jamais arrivé dans toute l'histoire des derbies de la Madonnina. Et franchement, ce serait très douloureux pour Pioli et pour tout le monde que ça arrive ce soir. Donc voilà. Au JCRM qui dit « Je trouve dommage de ne pas garder Pioli, un quart en Europa League, le deuxième du championnat, pourquoi ne pas le garder ?» Octonujo qui dit « Ça peut dire que tu n'étais pas convaincu au début pour Pioli ?» Oui, j'étais pas convaincu au début pour Pioli, pour de vrai. Je faisais partie des hashtags Pioli out parce que je voulais que Milan bascule directement dans un nouveau cycle bien plus ambitieux que ce qu'il y avait avant. Le problème, c'est que je pensais qu'Eliott avait envie de mettre les sous pour y aller, mais en fait, Eliott était juste en transition, en attendant un nouvel investisseur, et ça, j'avais pas compris à ce moment-là. Donc voilà, ils ont leur nouvel investisseur. Ce nouvel investisseur a une politique très claire, très très claire pour le développement du Milan. C'est pas du tout d'investir comme des malades, et en tous les cas, tous les investissements seront réfléchis sur des prospects, et il leur faut un entraîneur pour développer ces fameux prospects, pour pouvoir emmener ces prospects à la victoire, si c'est possible, mais surtout assurer la pérennité financière du Milan en revendant un big une fois de temps en temps, une année sur deux ou un truc comme ça. Donc ça c'est la stratégie. Au JCRM qui me dit il y a déjà des noms pour le remplacer dans les rumeurs. Oui, il y a beaucoup de noms. Alors les 4 premiers noms qui sont sortis étaient, je pense, je sais pas, ça doit être un complot interiste ou Juventini. Je pense d'ailleurs qu'au JCRM tu dois être dans le coup. Je vois que ça. Bien sûr que non, mais en fait, c'est vrai que quand on voit les 4 noms, on se dit non, mais là, c'est une blague, c'est pas possible, en fait. Il doit y avoir un polichinelle qui nous fait des blagues. Parce que première rumeur, c'est Lopetegui. Bon. Deuxième, Lopetegui, honnêtement, vraiment, je respecte cet entraîneur, mais c'est pas avec ça que tu vas franchir vraiment un cap. Deuxième rumeur, Galtier. Alors là, tu te dis, je pense qu'on est dans l'hyperespace. Et troisième et quatrième, je me souviens plus que c'était, mais c'était pas foufou. Et c'était vraiment des entraîneurs pas bas de gamme, mais non, pas Xavi Alonso malheureusement. Pas bas de gamme, mais vraiment banal quoi. Des entraîneurs rien de spécial. Où tu te dis, je sais pas si ils ont cru que, mais ça va pas le faire. Là, les rumeurs plus récentes, donc 2 jours après, sont plutôt intéressantes. Ça pourrait être Thomas Tuchel, ça pourrait être De Zerbi qui a annoncé quasi qu'il partait de Brighton. Et alors, ça pourrait être Liverpool, mais c'est vraiment pas sûr que ce soit Liverpool. Et en l'occurrence, il est très intéressant par Milan pour bien sûr des affinités. Déjà le pays et ensuite le fait qu'il a grandi au Milan. C'est un joueur qui a été formé au Milan. Donc voilà. Gasperini, que tu dis au Cotonou, non, ça c'est pas du tout le genre d'entraîneur que le Milan affectionne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il leur faut un entraîneur malléable qui effectivement pourrait développer les jeunes, prendrait des décisions
collégial. Ils veulent pas d'un entraîneur qui veut prendre des décisions un peu unilatérales, du style Conte par exemple. C'est pas possible, ça peut pas coller avec le profil de Milan. Il leur faut un entraîneur international, jeune. Donc il parlait de Nagelsmann avant qu'il prolonge avec l'Allemagne. Et il faut savoir que Cardinal n'a absolument pas fixé de salary cap pour l'entraîneur. Donc il n'y a aucune limite sur quel est l'entraîneur qui pourrait arriver au Milan. Vraiment, c'est pas un problème en fait. Donc il parle aussi de Graham Potter. Bon, ça je suis un peu moins fan, mais en tous les cas, il a une vraie culture tactique de jeu qui est dynamique, proactive, un petit peu comme Milan joue ces derniers temps. Donc ça pourrait être pas mal. Tuchel au Milan, tu prendrais? Oui, moi je prendrais. Tuchel, c'est un entraîneur qui est expérimenté. Le problème, c'est que le portrait robot de l'entraîneur qui a été défini par la direction, Tuchel, en fait, il colle pas trop. Parce que Tuchel, effectivement, ça le dérange pas de faire jouer les jeunes, de les développer, etc. Mais en revanche, il est très exigeant dans les transferts. Et en plus de ça, il n'a pas du tout sa langue dans sa poche. Et ça, c'est pas du tout ce que veut Milan. En fait, Milan veut un espèce de fonctionnement à 4 têtes entre l'entraîneur, Ibrahimovic, Moncada et Furlani, qui sont donc Moncada, le directeur sportif, Furlani, qui est le président délégué, Ibrahimovic, qui est maintenant le conseiller spécial de Cardinal, et donc l'entraîneur. Et en fait, toutes les décisions un peu sportives, techniques et tout, se prendraient à 4. Donc, et c'est la façon de faire de Redbird. Ils font ça partout dans tous les clubs qui gèrent, que ce soit du baseball, du football américain, du basket, ou bien du foot, avec par exemple le FC Toulouse ou Liverpool. Toutes les décisions sont collégiales. Même à Liverpool, alors c'est pas des actionnaires majoritaires, mais dans le système sportif, ils ont leur mot à dire parce qu'ils sont actionnaires. En l'occurrence, Jürgen Klopp ne prend pas des décisions seul en fait à Manchester. Déjà le recrutement, c'est quasi pas Klopp qui s'en occupe. Klopp, maintenant, c'est devenu un cadre dirigeant, on va dire, plus, qui dirige une équipe, qui entraîne l'équipe, en fait. En gros, c'est un peu ça, parce que Klopp, voilà, c'est un super manager qui va parler aux joueurs, qui va savoir transmettre la vision, etc. Mais c'est pas du tout un technicien de jour le jour sur le terrain. Voilà, il a plutôt des grandes directives à donner à des entraîneurs qui sont très compétents. Pareil pour les recrutements sportifs. Jürgen Klopp, il bouffe pas 1500 matchs pour savoir si tel latéral gauche au Danemark, il est bon. Moi, pas du tout. Donc voilà, il donne des profils et puis ensuite les gens du recrutement essayent de trouver des profils qui peuvent correspondre à ce que le club et Jürgen Klopp attendent. Donc voilà. C'est un peu ça que Milan veut mettre en place depuis plusieurs années maintenant. C'est pas Moncada qui décide du recrutement, c'est plusieurs têtes qui décident du recrutement. Moncada propose des noms. Donc voilà. C'est un petit peu ça le truc, et c'est pour ça que avec Maldini, ça s'est mal passé. Pour que vous sachiez, Maldini voulait prendre toutes les décisions sportives et les assumer individuellement. Et Cardinal lui a dit, je suis désolé, mais c'est pas comme ça qu'on marche ici. Et voilà, même si ça me fend le cœur de dire ça, je peux comprendre. C'est son club, il en fait ce qu'il veut, quoi. Donc voilà. Donc effectivement, le portrait robot de l'entraîneur, ça pourrait être, par exemple, Thiago Motta. Bien entendu, on en a parlé, De Zerbi, on en a parlé, mais aussi Palladino, on peut en discuter. Italiano pourrait être dans la shortlist, même si Italiano a l'air plus dirigé vers Naples, avec Pioli d'ailleurs. Pioli, Conte et Italiano, même si Conte, lui, veut une équipe performante et souhaiterait venir au Milan. Mais je pense que le problème, c'est qu'il ne comprend pas qu'il n'aura jamais les joueurs qu'il souhaite, en fait. Donc, c'est simple. Même si Ibra lui fait miroiter le fait qu'il arriverait à convaincre Cardinal de basculer dans une nouvelle stratégie sportive où Milan jouerait les premiers rôles en permanence. Ce qui n'est absolument pas la stratégie sportive de Redbird. Il faut que Milan termine dans les 4
chaque année, et une fois de temps en temps, s'il remporte un titre, et ben c'est très très bien. Voilà. Quand je dis un titre, ça peut être une coupe, ça peut être une coupe d'Europe, ça peut être un championnat, mais c'est pas une équipe qui, tant que Redbird Capital sera au pouvoir, on va dire, jouera le titre et la Ligue des Champions chaque année. Pas du tout. Tant que il n'y a pas de nouveau stade et qu'il n'y a pas 5, 6, 7 saisons d'affilée en Ligue des Champions, auquel cas le club pourra se financer tout seul son marché des transferts un peu plus XXL. Mais tant que le club ne peut pas se le financer tout seul, Redbird, une fois de temps en temps, ils vont mettre de l'argent, comme ils l'ont fait l'année dernière avec 10 recrues dans le mercato. Mais là, déjà, le mercato de cet été va être beaucoup plus limité. A priori, ils veulent vendre aucun big, hein, c'est ce que je vous disais, c'est un big vendu tous les 2 ans. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est une politique sportive, moi, que je respecte et que je trouve équilibrée et normale. Donc voilà, Tonali a été vendu l'année dernière. Cette année, pas de big. L'année prochaine, probablement des Mike Maignan ou Théo Hernandez qui vont dégager. Et c'est pas grave. Ça, c'est bien. C'est ces joueurs-là qui financent les mercatos. Donc c'est plutôt pas mal. Je me permets. Ah. Alors, Mancini. Mancini, non, trop vieux. Et puis surtout, gagne trop d'argent en Arabie Saoudite. Donc voilà. Et je vois mal Leao rester au Milan une saison de plus. Si, alors je pense que Leao reste, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ceux qui sont à risque pour partir, c'est Théo Hernandez et Mike Maignan. C'est vraiment les 2 gros joueurs où ceux-là, effectivement, il est très probable que... Enfin, ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas un des 2 qui partent cette saison. Mais bon, si vraiment Redbird dit bah non, il n'y en a aucun qui parte et on renforce l'équipe, bah ça peut être pas mal. Ça peut être bien en plus avec un nouveau coach et tout, ça peut être une très bonne surprise. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que c'est clair que c'est pas l'année où tu changes d'entraîneur qu'il faut que tu révolutionnes ton vestiaire. Je pense qu'au contraire, il faut de la stabilité chez les joueurs pour amener un nouvel entraîneur qui va, dès le début de la saison, pouvoir travailler avec un groupe complet, en fait. Parce que si tu commences à faire venir des joueurs jusqu'au 31 août, alors que ton coach vient d'arriver et doit mettre en place une nouvelle philosophie de jeu, c'est se tirer une balle dans le pied, on le voit très souvent. Donc voilà. Il y a de la bière dans ta tasse. Non, il n'y a pas de la bière. Je vous dis pas ce que c'est parce que vous allez vous foutre de ma gueule. Allegri est libre. Effectivement. Et il est libre d'aller où bon lui semble, et vraiment partout dans le monde, sauf à Milan. Il l'a déjà fait. Respect, on a gagné un titre avec lui. Voilà, on s'est emmerdé, mais bon, voilà. Mais voilà, respect. Comme Baco Milan, non, on ne veut pas. On n'en veut pas. Donc voilà, en tous les cas, c'est clair que pour moi, le choix parfait, ce serait De Zerbi. Même avec l'effectif qu'on a, en fait. Hein, je pense que ça le ferait bien. Parce qu'il y a de la qualité technique, il y a de la jeunesse, il y a des joueurs qui sont... il n'y a pas de grosses têtes, style « Ah, je suis une star ». Bon, à part Leao, peut-être un petit peu. Mais même Leao, il est gentil, c'est un gentil garçon. C'est pas du tout une star un peu capricieuse. Oui, il a cette nonchalance sur le terrain, mais c'est un gentil mec. C'est pas du tout un mec qui veut pas défendre ou des trucs comme ça. C'est dans sa façon d'être, en fait. C'est pas méchant, quoi. Donc voilà. Bon, après, ce serait top si De Zerbi pouvait lui apprendre la régularité dans l'investissement dans le jeu. Ce serait fantastique. Mais bon, bref, on verra. On verra bien. En tous les cas, je voulais quand même terminer, il est 20h19, avec Pioli, le remercier, rappeler que c'est un des coachs qui a le plus gagné avec le Milan, de toute l'histoire du Milan. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc voilà. Que c'est un des coachs qui a la moyenne de points par match la plus élevée du Milan. Que donc c'est quelqu'un qui a fait des choses extraordinaires avec une équipe qui était, quand il l'a reprise, très limitée. Alors bien sûr avec l'aide d'Ibra, avec l'aide de Maldini, etc. Bien sûr, mais il l'a fait. Et il a emmené énormément de joueurs d'un point A à un point D, dans l'évolution de leur jeu, type Tonali, Bennacer, Selemakers, Kaloulou, etc. Je pourrais en citer beaucoup, Thio, Malik Thio, etc., etc. C'est des joueurs qui, quand il est arrivé, n'étaient pas finis.
loin de là, ou même n'avait quasi pas commencé, hein. Et même Théo Hernandez, hein, il l'a fait évoluer. Quand Théo arrive à Milan, personne se dit c'est un super défenseur. Maintenant, tout le monde se dit c'est le meilleur latéral gauche du monde. Donc tu te dis quand même, il en a fait. Oui, il y avait on va dire, il y avait la matière brute, mais il a fait progresser des joueurs, énormément de joueurs. Et il a su aussi faire preuve d'humilité avec Ibrahimovic, avec Olivier Giroud, avec Simon Kjær, avec les boss du vestiaire, et leur laisser de l'espace pour pouvoir emmener ces petits jeunes à avoir des résultats extraordinaires, parce que gagner, encore une fois, je le répète, en 2022, quand Milan gagne le titre, ils ont une équipe. Elle est rincée, cette équipe. Donc voilà, elle n'est pas rincée, mais je veux dire, elle n'est pas du tout au niveau d'être championne d'Italie dans le championnat le plus compétitif du monde, très clairement. Mais pourtant, elle le fait. Donc voilà, donc merci Monsieur Pioli, bravo pour tout ce que vous avez fait. Jamais on n'oubliera le 19e titre. Malheureusement, notre voisin Oni va gagner son 20e titre. Ça, vous n'avez pas réussi à l'empêcher. Probablement ce soir, probablement à San Siro. Franchement, si vous pouviez, s'il vous plaît, Monsieur Pioli, faire une dernière chose, c'est empêcher que ça arrive ce soir. Et là, vous aurez réussi absolument et définitivement votre mandat au Milan. Voilà. C'était une espèce de lettre ouverte à Pioli, mais merci pour tout. Et vivement la suite. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire, parce que le groupe arrive un peu à la fin avec Pioli. Voilà, vivement la suite. Et je suis sûr que Milan va être très, très compétitif la saison prochaine. Donc voilà. On va passer au Real et au Barça, un super classico hier. Moi, au JCRM, tu as entendu la même chose que moi. Les gens qui m'ont dit que le classico était pas bien hier, ça fait longtemps que je me fais chier devant les classicos, mais celui d'hier était très très bien. donc voilà. En plus, il y avait tout, il y avait de la dramaturgie, il y avait les conneries de la Liga, il y avait tout dedans. C'était fantastique. Donc franchement, d'ailleurs, on peut considérer, enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais que le Barça a dominé, hein, je pense, l'ensemble des débats, a été meilleur que le Real, mais bon, on va dire que le Real est dans une semaine irrésistible, pardon, et que le Barça est dans une semaine absolument noire. Donc voilà, donc ça donne ça, c'est-à-dire que effectivement. Le Barça, même en étant meilleur, même en menant 2 fois au score, perd ce match de façon illogique, sachant qu'en plus, probablement, ils ont marqué un but valable qui n'a pas été accepté parce que la Liga refuse d'investir dans la goal line technologie. Donc là, on est dans l'hyperespace. En 2024, la seule technologie dont on est sûr qu'elle fonctionne à 99%, pardon, en fait, on ne la met pas sur un des plus gros matchs de l'année, parce que c'est trop cher pour la Liga de payer 6 ou 7 millions d'euros d'installation. Donc non, ça c'était vraiment ridicule, et je pense qu'il y aurait eu 3-3 à la fin de ce match, voire même que le Barça aurait peut-être pu l'emporter, vu que le Real aurait peut-être dû se découvrir un petit peu plus. Donc voilà, donc c'est assez frustrant pour le Barça, mais bon, ce Real est réalesque, on va dire, depuis quelques temps. Ce qu'ils ont fait à Manchester City, c'est à mettre dans une, on va en parler après, mais c'est à mettre dans une vitrine, pour moi, hein, pour plein de raisons, alors pas forcément techniques, mais pour plein de choses. C'est à mettre dans une vitrine, et ce qu'ils ont fait au Barça va exactement dans la même lignée, c'est-à-dire que en fait le Real n'a pas besoin d'être le meilleur, le Real n'a pas besoin de dominer les débats pour être vainqueur à la fin. Donc voilà, donc vraiment un super match. Moi je l'ai trouvé palpitant, en plus des chassés croisés, pas des chassés croisés, mais en tous les cas un jeu du chat et de la souris entre le Barça et le Real, et puis des joueurs qui ont été vraiment très très haut niveau. Un en particulier qui pour moi est le meilleur joueur du match, je pensais pas dire ça si vite, franchement, c'est Lamine Yamal, qui a fait un match absolument stratosphérique au Barça. Juste derrière se trouve, et ça aussi c'est pareil, je pensais pas le dire, c'est Lucas Vázquez, qui a fait un match aussi de l'autre côté dans un style complètement différent, mais vraiment énormément de mal au Barça. Donc voilà, donc c'était vraiment
particulier comme match. Et puis bah, finalement, Jude Bellingham, qui 2 fois en 2 classicos en championnat, arrive à marquer dans les arrêts de jeu. C'est assez incroyable parce que, bon, très clairement, en début de saison, Jude Bellingham, il était en surchauffe de fou. Je pense qu'on le disait tous. J'espère que les gens ne se sont pas dit Jude Bellingham est un buteur à 30 buts par saison, hein, parce que voilà. Enfin, Jude Bellingham, il a eu une carrière avant d'arriver au Real, donc si vous regardez le foot, vous savez que Jude Bellingham ne marquera pas 35 buts par saison, donc voilà, et que c'était même anormal qu'il en marque autant, 17. Donc il était très clairement en surchauffe interstellaire. Et donc, bon, qui marque au Classico aller, bon, tu te dis, bah, de toute façon, dès qu'il touche un ballon, lui, dans la surface, il y a but, et en particulier dans les arrêts de jeu. Donc voilà. Mais là, ça faisait déjà quand même un petit moment que Jude Bellingham était devant le dur. Alors, le match aller à Manchester City était très 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 compliqué pour lui. Le match retour un peu meilleur, mais c'était pas foufou. Mais en tous les cas un peu meilleur. Il avait déjà un petit peu plus, il rayonnait un petit peu plus sur le jeu, mais toujours pas vraiment ultra décisif comme il l'a été de par le passé. Et donc, tu te disais, bon, bah, depuis le mois de janvier, en gros, hein, depuis la fin de la trêve internationale, Jude Bellingham était redevenu un joueur normal, enfin, le Jude Bellingham normal, qui est un très bon joueur, hein, attention, mais qui est un milieu de terrain, plus ou moins offensif relayeur, et puis qui est plus un playmaker que autre chose, quoi. C'est pas un super buteur. Et ben voilà, 89e minute, ou 91e minute, but de Jude Bellingham. Donc non, franchement, c'était un super classico. Moi, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant amusé devant un classico, pour vous dire. Parce que même si le but de Jude Bellingham est très beau, avec le Real au premier classico, le match est beaucoup plus chiant. Donc voilà. En Super Coupe d'Espagne, bah, c'était un carnage, donc c'était pas drôle. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un Real Barça avec ce niveau technique. Donc c'est plutôt bon signe pour le Real et le Barça. Bah, d'ailleurs ça se voit. Il y en a un qui est en quart, l'autre qui est en demi. On les attendait pas là. Alors peut-être un peu plus le Real. Mais étant donné qu'ils rencontraient Manchester City, bah, on pensait que ça allait faire comme l'année dernière, plus ou moins, que ça allait s'arrêter à Manchester City. Et ben non, finalement, ils sont allés beaucoup plus loin que prévu. Et le Barça, c'est la même chose. Le Barça est passé à ça de passer en demi-finale de Ligue des Champions, ce qui est quand même une très grosse surprise. Ça veut dire que ces deux clubs recommencent à avoir des équipes compétitives, donc il faut faire très attention avec eux, parce que on les connaît, hein, dès qu'ils commencent à avoir des équipes compétitives, le Real et le Barça, ils laissent pas passer d'occasion. Donc ouais, non, c'est vraiment un moment plutôt bon pour ces deux équipes espagnoles et un bon classico. Moi, je me suis bien amusé. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi de ce classico, que Camavinga a fait tout pendant ce match, et du bon et du moins bon. Déjà il s'est fait violer par Lamine Yamal, hein, très clairement, mais en même temps dès qu'il avait la balle, il créait d'énormes différences. Donc c'était assez particulier. Donc voilà, d'ailleurs c'est aussi probablement pour ça qu'à un moment donné Carlo Ancelotti l'a replacé dans le milieu, parce qu'il voyait bien que ça allait pas et qu'il a fait rentrer un défenseur latéral. Donc voilà, donc non, c'est honnêtement vraiment super match, et franchement il faut le dire quand c'est vrai, le Barça aurait dû gagner. Donc très clairement, après voilà, ou en tous les cas faire match nul, mais je pense que le Barça aurait dû gagner. Donc bref. Voilà un petit peu pour le Classico, mais ce que je veux noter, et ça c'est important, c'est que le match était très très dynamique, pas du tout à l'arrêt comme ça pouvait l'être dans le football espagnol ces 5-6 dernières saisons. Et dans le Classico, pareil que dans les autres matchs, hein, d'ailleurs, le niveau avait considérablement baissé, et ça devient là beaucoup plus dynamique, beaucoup plus direct, voilà. Donc c'est honnêtement,
c'est plutôt bon signe pour le football espagnol et c'est plutôt mauvais signe pour nous autres, les non-aficionados du football espagnol. Non, mais on connaît le club espagnol, hein. Quand ils recommencent à être bons, les gars, ils sont chirurgicaux, hein, en Coupe d'Europe. Donc, faut faire très attention. Donc voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Quoi d'autre en Espagne? Bah, pas grand-chose. Les autres derrière se traînent, très clairement. L'Atlético qui perd, et puis l'Athletic Bilbao qui rate toutes les opportunités qu'ils ont de passer devant l'Atlético. Donc c'est assez tristoun derrière. Il n'y a pas grand-chose. Rijon a assuré son avenir en Coupe d'Europe. Donc ça, on peut quand même considérer que c'est une victoire. Donc maintenant, on reste à assurer son avenir en Champions League, hein. Mais en tous les cas, que Girone soit un club qui aille en Coupe d'Europe, déjà c'est surprenant. donc bravo, chapeau, ça va être le Brest français, hein, c'est exactement la même chose. Mais voilà. C'est pas très compétitif comparé à la Serie A, oui, très, très clairement. Ça, c'est sûr. Le championnat d'Espagne, pour l'instant, a encore ce problème-là. Les deux gros se sont un peu refait la cerise, mais le reste du cheptel, c'est pas terrible. Il y a l'Atlético avec les vieilles ficelles qui tire un petit peu son épingle du jeu, mais qui n'est pas une équipe d'avenir, qui joue encore un football un peu éculé, etc. Donc voilà. Mais à part ça, l'Athletic Bilbao est limité par le fait qu'elle a une politique sportive vraiment particulière. Le Betis Séville vivote, voilà, donc c'est pas réjouissant ce qu'il y a derrière en fait. Girone, bon bah très clairement c'est un one shot, hein, l'année prochaine on les voit plus. Valence ils sont au 36e dessous, Séville pareil. Quand je dis 36e dessous, ils jouent pas la descente, mais enfin Séville très longtemps quand même. Valence pas loin non plus. Donc voilà, donc c'est assez tristoun pour le football espagnol. Il n'y a pas vraiment d'équipe qui, derrière les deux gros, qui revivent un peu, peut prendre le train avec eux. Donc ouais, c'est pas super. La Serie A, en revanche, a un problème. Ce qui est marrant, c'est que c'est exactement l'inverse. En fait, la Ligue 1 et la Liga sont exactement l'inverse de la Serie A, en fait, si on regarde. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que la Ligue 1 et la Liga ont un énorme ou deux énormes gros et un championnat complètement pas compétitif. Et la Serie A a un championnat super compétitif, et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez autant d'équipes italiennes en Europa League, en Conference League, que chaque année ils sont en finale, voire ils gagnent la compétition, parce qu'il y a quand même eu la Roma, ensuite ils ont enchaîné avec la finale d'Europa League, la Fiorentina a fait finale de Conference League, l'Inter a fait finale de Conference League, bon là Milan, la Roma encore cette année va en demi-finale avec l'Atalanta, donc ça dénote de la densité du championnat, ça y a pas photo, hein, vu que c'est les clubs qui sont pas en Champions. Donc voilà, et on n'a pas en revanche en Serie A un très gros qui est capable de gagner la Ligue des Champions. Aucun club en Serie A, excepté peut-être l'Inter, mais malheureusement ils ont déçu terriblement cette année. Mais de toute façon, c'était pour moi la meilleure équipe de Champions League jusque-là. Et si on prend les 4 derniers là, bah pour moi l'Inter était au-dessus. Donc voilà, en revanche ils n'ont pas su gérer l'événement. Donc c'est dommage, tomber en plus contre l'Atlético, ça pique. Mais très clairement, effectivement, il n'y a pas de super gros, où tu te dis chaque année, ouais bon, voilà quoi, ils peuvent jouer la Ligue des Champions. L'Inter, ça faisait 2 saisons, et encore la première était une saison un peu surprise. Cette saison, je pense qu'ils pouvaient jouer la Ligue des Champions, mais ils se sont chiés dessus. Donc voilà, donc ça c'est un gros problème en fait. Mais en revanche, la densité des 7 ou 8 premiers clubs est monstrueuse. Et c'est pareil en Bundesliga. Là, ils arrivent un petit peu plus à avoir un club qui peut gagner la Ligue des Champions. C'est complètement débile ce que je vous dis quand vous me dites bah oui mais il y a quand même Dortmund et le Bayern qui sont en demi-finale. C'est vrai, mais Dortmund très clairement c'est Jean-Claude Duss du football, hein. On ne sait pas s'ils sont là sur un malentendu. Enfin je sais pas pour vous, hein, mais moi en tous les cas c'est comme ça que je vois les choses. Et le Bayern c'est un peu la même chose. Ils connaissent quand même une année qui est vraiment pas terrible. Ils ont pris des roustes de l'espace en Bundesliga et ils se retrouvent un peu
par hasard du tirage au sort en demi-finale de Ligue des Champions. Donc je pense pas que le Bayern puisse passer le Real, et je pense pas que Dortmund puisse passer le Paris Saint-Germain. Mais comme le football est irrationnel, que Dortmund en poule a très bien vécu, a très bien survécu au Paris Saint-Germain, surtout à l'extérieur. Ils ont même failli les sortir, ils auraient dû, parce que comme ça, ils les auraient pas eu là. Enfin, ils auraient eu quelqu'un d'autre, mais voilà. Et que le Bayern, quand ils sont en demi-finale de Ligue des Champions et qu'ils rencontrent le Real, tout est possible. Voilà. Je peux pas dire ça, mais je pense que la Bundesliga, pour l'instant, est le championnat, à l'heure actuelle, qui est le plus équilibré entre la Liga et la Ligue 1 et la Serie A. C'est-à-dire que c'est quand même un championnat qui a une belle densité, parce qu'on peut considérer quand même que Stuttgart, Leipzig, Dortmund, le Bayern, c'est quand même 4-5 équipes qui sont très 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 sérieuses, d'accord, c'est pas des équipes comme ça, et le Bayer Leverkusen, bien sûr, faut pas oublier le Bayer Leverkusen. C'est une très belle densité, et en même temps, tu le prends, il y a 2 équipes qui sont en demi-finale de Ligue des Champions. Contrairement à la Serie A, où il y a énormément de densité, donc ils sont présents en Coupe, en Europa League et en Conference League, mais pas en Ligue des Champions. Et alors la Ligue 1, ils ont qu'un seul club, de toute façon. Bon, alors en l'occurrence, cette année, il y a Marseille qui est en demi-finale d'Europa League, mais c'est vraiment là, pour le coup. En fait, c'est Marseille, le Jean-Claude Duss de l'Europe, parce qu'ils n'ont rien à faire là, très clairement. Donc voilà. Tu dis ça et on va se retrouver avec une finale Dortmund-Bayern, probablement. Tu connais mes talents incroyables pour prédire le football. Les clubs anglais, par contre, leur championnat est tellement fort qu'en Europe, souvent, ça marche pas, malgré des effectifs très fournis. Oui, et puis ils jouent un football vraiment particulier, qui est un football très peu tactique. Et quand ils tombent en Europe contre des équipes qui sont très tactiques, beaucoup plus qu'eux en tous les cas, les équipes italiennes, les équipes allemandes, le Paris Saint-Germain par exemple, qui est très clairement un club, c'est pas un club français le Paris Saint-Germain, c'est Luis Enrique qui est à la tête de ce club-là. Donc ce sont des équipes qui sont très tactiques, et les Anglais en fait ont beaucoup de mal. En fait, c'est on va dire que le championnat d'Angleterre, c'est un peu le MMA, quoi. C'est-à-dire, t'avances la tête la première sans garde, et puis si tu frappes plus fort que les autres, il y a un moment donné, tu vas gagner, tu vois. L'Europe, c'est pas pareil. L'Europe, c'est un championnat du monde mi-lourd. Et il faut vraiment que tu aies une garde et que tu réfléchisses à la tactique que tu vas appliquer, etc. Parce que sinon, c'est pas trop le problème. Est-ce qu'il va te mettre KO ou pas? Mais probablement qu'il va te couper les jambes, en fait, et que tu vas plus pouvoir combattre. Donc voilà, donc c'est ça le truc, en fait. Je sais pas si la métaphore vous parle, mais il faut de la tactique pour arriver en Europe. Et les équipes anglaises sont plus habitués à avoir de la tactique. C'est l'équipe la plus dominante physiquement, qui est capable de récupérer, de répéter les courses, etc. Et surtout, l'équipe de Guardiola, elle est ultra dominante, mais elle a qu'un plan A. Elle n'a jamais de plan B, en fait. Donc, quand son plan A fonctionne pas, c'est dead. Alors que, on le voit, le Real a plusieurs plans. Le Real du match aller contre City et le Real du match retour contre City, c'est pas la même équipe. On est bien d'accord. Ça s'appelle avoir un plan A et un plan B. C'est ça, quand tu rencontres Carlo Ancelotti, en fait, Carlo, il change pas son équipe. Quasi pas. Pratiquement pas. Mais en revanche, son équipe, elle joue complètement différemment d'un match sur l'autre. C'est ça la tactique aussi. C'est pas seulement changer des joueurs. Luis Enrique, lui, il change des joueurs. C'est sa tactique à lui. Pas de problème. C'est chacun son truc. Mais voilà, les grands entraîneurs, pour moi, c'est ceux qui arrivent à faire comprendre aux joueurs que l'animation doit être différente alors qu'ils restent au même poste, quasi. Et c'est ce que fait Carlo Ancelotti. Pour moi, c'est le plus grand de tous, et de loin. La leçon tactique qu'il a encore donnée à Guardiola le montre. Très clairement, il a gagné la Ligue des Champions avec plusieurs clubs, il a gagné dans tous les championnats où il est passé, bref, c'est un monstre, et il a gagné à plein d'époques différentes aussi. C'est surtout ça qui est impressionnant, c'est que Ancelotti, il gagne sa première Ligue des Champions en 2003, on est en 2024, il est possible qu'il en gagne une nouvelle, une sixième. Donc c'est fou. Et il en a gagné 4 comme joueur avant. Donc voilà. Donc c'est quelqu'un qui aura un palmarès inégalé et inégalable, je pense. Donc voilà.
Donc c'est pour ça que les Anglais, ça marche pas bien. Et aussi, l'intensité de leur championnat fait en sorte que, et l'importance de leur championnat auprès des fans fait en sorte que ils peuvent pas calculer en championnat, ce qui fait qu'en fait, ils sont obligés de jouer à fond, et le championnat est tellement dur, physiquement, que quand ils arrivent en Europe, et ouais, hein, c'est chaud. Donc voilà. Les clubs anglais, donc malgré là, on respecte Marseille. Ouais, je veux bien respecter Marseille, mais franchement, c'est quand même pas une équipe terrible qui est en demi-finale de Ligue d'Europa League. Europa League qui est une coupe d'Europe très difficile, hein. C'est pas une petite coupe d'Europe, hein, l'Europa League. Donc franchement, c'est quand même un hasard s'ils sont là. Donc voilà. On est là car on joue un football incroyable avec des joueurs de classe mondiale et un coach incroyable. Le OM Benfica, je me suis régalé, ouais, t'as raison. Le OM Benfica, il remplaçait un Lexomil. Si jamais vous étiez un peu stressé, il n'y avait aucun problème. Enfin, sauf si t'étais supporter marseillais. Mais sinon, tu te mettais devant, bam, dodo, direct, instantané. C'est bon. Donc voilà. Bon, en tous les cas, si on prend finalement les 4 demi-finales de Coupe d'Europe, encore une fois, excusez-nous, mais je vais pas parler de la Conference League, là, faut pas déconner, même si elle est sympa, hein, cette coupe, je le dis tout le temps, mais bon, ça m'intéresse pas. Mais, enfin, si, je suis content que la Fiorentina soit en demi, mais à part ça, ça m'intéresse pas. Les demi-finales, Atalanta, Marseille, Rome, Bayer Leverkusen. Je sais pas si au début on se dit ça, quand t'as Liverpool dans la compète, quand t'as Milan à un moment donné dans la compétition, etc. Bref, il y avait beaucoup de gros clubs que tu pouvais voir dans le dernier carré avant ces 4-là. Donc c'est quand même une grosse surprise. Et en Champions League, c'est la même chose. Paris-Dortmund, très honnêtement, Paris, quand ils commencent la saison, tu te dis, non mais là, ils vont se faire rincer dans tous les sens, ils ont racheté Kolo Muani, le Moignon, bref, c'est horrible, ils sont nuls. Et puis l'autre c'est Gio trouve tout du Tetris. Et en fait, avec le temps, tu comprends que ce que fait Luis Enrique, c'est très intéressant, intelligent, je sais pas, on verra à la fin, et que ça peut peut-être les amener jusqu'au bout. Donc voilà. Et puis tu te rends compte que de l'autre côté, en fait, le Real, où ils ont l'épouvantail Man City, ils se sont renforcés. Ce que je disais avant le match, je disais, Man City s'est un petit peu affaibli avec les départs de Gundogan qui n'ont pas été remplacés, et puis un Erling Haaland qui est pas vraiment dans sa saison, et puis un Kevin De Bruyne qui n'a pas joué pendant un bon moment, etc., etc. Bref, qui n'arrive pas non plus ultra lancé. Et puis de l'autre côté, un Real qui s'est pas affaibli, c'est-à-dire ils ont vendu personne, mais en plus ils ont recruté Jude Bellingham. Donc voilà, ça a un peu nivelé les niveaux. Et puis ils ont réussi à passer, et puis c'est le Real, hein. Je veux dire, même si City est le vainqueur en titre, le champion en titre de la Champions, quand tu croises le Real, t'es toujours le petit. En fait, tu peux pas penser que t'es le gars qui est fort, c'est pas possible. Donc voilà. Si je dis pas de bêtises, aucun des 4 demi-finalistes de l'Europa League n'avait fait la Ligue des Champions avant. Ouais, c'est ça, tout à fait, absolument. Donc ça, c'est assez rare, je pense, d'avoir aucun reversé de la Ligue des Champions en demi-finale d'Europa League. Tu as tout à fait raison. Je suis d'accord. Mathis CC, ça va ou quoi? En tous les cas, bienvenue Mathis. Merci d'être là. Donc oui, c'est des demi-finales surprises qui vont accoucher d'un résultat incertain parce que ce sont tous des équipes un petit peu en suspense. On ne sait pas trop pourquoi elles sont là, surtout en Ligue des Champions. En Europa League, ça a l'air d'être un peu plus clair quand même. Je vois quand même l'Atalanta au-dessus de Marseille, et je vois aussi quand même le Real un petit peu au-dessus du Bayern. Donc ça, c'est un peu clair. En revanche, en Europa League, honnêtement, la Roma a beaucoup plus d'expérience que le Bayern, récente, hein, je parle. Hein, donc voilà. Et puis de l'autre côté, ouais, l'Atalanta est au-dessus techniquement et même physiquement de l'Olympique de Marseille. Donc on verra bien. Paris. Ici, c'est Paris. Ok, d'accord. J'ai compris. Ouais, donc voilà, on verra. Écoutez, je vais vous faire une grande annonce, mais dans 1 minute commence le derby de la Madonnina pour peut-être une des pires soirées de football que j'aurais vécues en tant que supporter du Milan. Donc voilà, je vous l'annonce. Peut-être que la semaine prochaine, je pleure. Ou alors,
peut-être je vais passer une très très bonne soirée en me disant que on aura quand même un petit peu freiné nos cousins Oni milanais. Mais quand je vois le résultat de la finale de la Youth League, qui était une très très belle finale entre Milan et l'Olympiakos, très belle finale parce que Milan a eu beaucoup d'occasions, mais l'Olympiakos, dès le début du match, je me suis dit, oula, ils sont très supérieurs à Milan, donc voilà. Et en fait, je ne sais pas si vous avez vu le match, mais il y a un but absolument extraordinaire dans cette finale de l'Olympiakos, un retourné, mais de l'espace. Voilà, Milan n'était pas de taille contre l'Olympiakos. À l'Olympiakos, il y a 3 joueurs qui sont stratosphériques. À Milan, il y a 1 ou 2 joueurs qui sont bons, mais alors à l'Olympiakos, il y a des joueurs, c'est incroyable. Donc je ne sais pas comment ils vont terminer leur carrière, mais alors là maintenant, à l'instant T, c'est incroyable de les voir jouer. Donc voilà. Après, il faut voir si c'est parce que la défense est faible ou quoi, mais c'est quand même une finale de Youth League, ce qui est quand même le niveau le plus élevé de cette catégorie d'âge. Le mec te met un retourné, les attaquants ils font des trucs mais de l'espace. Donc et Milan n'est pas une mauvaise équipe. Donc voilà, je sais pas, mais je crois qu'il y a 2-3 noms à suivre à l'Olympiakos. Voilà. Écoutez, je vous dirai si je fais un 50-50 ou si je fais un 0 sur 100. Donc en attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Ce sera un plaisir de débriefer quand même la semaine prochaine ce derby de Milan et puis peut-être le titre de l'Inter. Revenir un petit peu, faire une rétrospective sur l'Inter comme on l'a fait sur le Bayern la semaine dernière. Et puis voilà, on se préparera pour la Coupe d'Europe le week-end prochain, enfin lundi prochain. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup d'avoir été là. Et comme d'habitude, ça a été un plaisir de parler football avec vous. En attendant, ciao les gars, ciao, la Madonnina m'appelle. Salut!